Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Agathe, bonjour Paul. Bonjour à tous. Paul. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin dans ce contexte extrêmement incertain pour les Français, pour la classe politique, pour les patrons aussi dont vous faites partie. On va parler pouvoir d'achat 2027 également avec une candidature de plus, celle de Jean-Luc Mélenchon, tandis que le RN poursuit son opération séduction envers vos collègues, grands patrons. Mais d'abord, les profits records de Total, près de 5 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 51%. Est-ce que Total est un profiteur de guerre ? Alors, la guerre a profité à beaucoup d'entreprises. Alors, on parle de Total parce qu'on croit que c'est très français. Total, c'est de moins en moins français, hein. Mais toutes les compagnies pétrolières, évidemment, ont revalorisé leur stock au cours du Brent. Dans la pétrochimie, il y a d'énormes profits aussi. Et puis, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de brokers, de traders qui travaillent peut-être pour nos banquiers. Enfin, tous ces gens se sont servis du marché yo-yo, un peu des carburants, pour gagner à la fois à la vente, à la baisse. Donc, Mais Total cristallise la colère. Et aujourd'hui, il y a un débat. Ouais. Certains, les socialistes notamment, disent qu'il faut taxer Total. Quelle est votre position à vous ? Est-ce qu'il faut taxer ces super profits issus de la guerre ? Dans le temps qui nous est donné là, et sauf procédure européenne qui n'est pas très... je me demande si ça marche vraiment, parce qu'on l'a fait pendant la guerre en Ukraine et ça a très peu rapporté. Moi, je sais pas, il y a un débat de droit, je ne sais pas si on peut taxer les profits de multinationales là où ils payent leurs impôts ou les faire payer ici. Est-ce qu'on peut taxer les profits mondiaux comme là, le je ne crois pas, il faudrait un accord international. Et donc, qu'est-ce que vous demandez à Total ? Et donc, Total, c'est à la fois votre fournisseur et votre concurrent, c'est une position particulière. Qu'est-ce que vous demandez ? Donc, la première chose, en tant que fournisseur, on lui a demandé, Leclerc lui a demandé les mêmes tarifs qu'il fait à son réseau. Et il nous a, en riant, baladé. Je pense que ça veut dire quoi ? Vous demandez à Total de vous vendre au même prix qu'à son réseau, c'est ça ? Il est à la fois fournisseur, c'est un des trois gros fournisseurs de Leclerc, et c'est en même temps nos concurrents, hein. Alors d'habitude, dans l'année, on est loin devant Total, on doit être 5 centimes moins cher que Total Access et 12 à 15 centimes moins cher que le réseau Total en général. Mais là, ils plafonnent leur prix. Là, ils plafonnent leur prix, et donc normalement, il y a discrimination. On peut se faire une bataille juridique. De toute façon, ça ne va pas faire descendre les prix pour les consommateurs. Donc moi, sur ce sujet, j'ai un point de vue très pragmatique. Je laisse le gouvernement gérer ce qu'il peut demander à Total, peut-être des aides aux agriculteurs, aux principaux clients de Total, aux transporteurs, aux agriculteurs, que chacun d'entre eux puisse demander une ristourne. Moi, j'invite les consommateurs à regarder les comparateurs de prix. Quand Total est moins cher, ils vont chez Total, puis ils reviennent chez le moins cher pour le reste des courses. Mais c'est de la concurrence pour vous quand même quand Oui, mais c'est comme ça, je peux rien y faire, hein. Face à Leclerc, il y a d'autres commerçants qui ont des difficultés aussi de s'aligner. Donc c'est que les consommateurs comparent les prix et aillent chez le moins cher. Je ne peux pas dire autre chose, c'est mon concurrent. Donc vous n'attendez rien de Total ? Et qu'est-ce que je peux ajouter ? Le prix ? Vous demandez pas un geste sur les prix, mais je vous ai dit, je lui ai demandé, il m'a envoyé bouler. Donc Leclerc lui a demandé, il l'a envoyé bouler avec sourire. Et donc vous demandez au gouvernement d'inciter Total à vous vendre à meilleur prix, vous ? Ce serait idéal à toute la distribution, à tous ses clients. Il devrait faire des ristournes à ses clients. Alors après, est-ce que ses autres clients lui ont demandé des ristournes ? Je ne sais pas, moi. En tout cas, le Premier ministre, je pense, serait avisé, si je peux me permettre de dire ça, de demander à Total de faire des ristournes. Vous pensez qu'ils peuvent se permettre, aux Total, clients, de faire plus de ristournes encore ? Ils plafonnent déjà les prix depuis le début de la guerre. Son blocage de prix, il a tellement cagnoté. Le réseau Total en France a tellement cagnoté ces 2 dernières années, où il était bien plus cher que Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour et tout ça, qu'aujourd'hui, le blocage des prix, il a déjà été financé par les marges qu'il a fait en France depuis 2 ans. Donc après, il y a les super profits, et ça, c'est hors juridiction, je pense, de l'administration française. Donc peut-être qu'on peut, si tout le monde s'y met, distributeurs, industriels, consommateurs d'énergie et pouvoir public, on peut peut-être lui demander des ristournes. Mais vous qui connaissez le système de l'intérieur, quelle est d'après vous la marge restante de Total ? Je ne sais pas. Aucune idée ? Non. Et le gouvernement qui
demande un geste à Total, envisage de demander non pas de vous vendre moins cher le carburant, mais de plafonner encore plus ses prix à la pompe, alors que Total les plafonne déjà. Oui. Est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne idée? Ça lui coûte... Ou vous dites que c'est de la concurrence déloyale? Oui, c'est de la concurrence déloyale, mais ça ne fait pas baisser les prix. Enfin, moi, je suis du côté des consommateurs. Je veux que les consommateurs ne soient pas tapés au portefeuille. Donc, les contentieux avec Total ne feront pas baisser les prix, là, dans la période présente. Donc, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement demande un plafonnement généreux. Oui. Voilà. Vous y croyez pas? Il y a un sourire pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y a un grand sourire. Pas, depuis quand une société multinationale va faire un acte généreux? C'est quoi un acte généreux pour vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Ah non, moi, si j'étais Total, et si je me considérais comme français, et si j'étais patron français, je privilégierais les consommateurs français, par patriotisme. Et ils ne le font pas assez pour vous. Ben non. Ça vous coûterait combien à vous de plafonner sous les 2 euros? Je ne peux pas le faire parce qu'on serait en vente à perte. On n'a pas le droit de vendre à perte en France. Ça coûte très cher de vendre à perte. Et vous dites que vous faites déjà très peu de marge. Ouais. Je peux garantir que les Leclerc et Système U, parce qu'on achète avec Système U ensemble, et malgré ce qu'on pèse, vous voyez, on n'arrive pas à obtenir sur ce marché-là grand-chose. On est des petits joueurs sur le marché mondial du pétrole. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que Leclerc, on est quasiment à prix coûtant. En tout cas, on a 1 centime et demi de marge, de profit, quoi. Oui. Donc vous mettez même ça dans le prix du carburant aujourd'hui, ça ne vous fait pas chuter le gasoil de 60 centimes. Mais vous répétez ça depuis le début de la crise, et pourtant, le gouvernement pointe du doigt depuis le début de la crise. Le gouvernement qui doit recevoir aujourd'hui les distributeurs à Bercy, est-ce que vous vous attendez à un nouveau coup de pression de la part de l'exécutif? Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Non, je pense que le gouvernement a pigé que la stratégie très politique de se trouver un bouc émissaire pour ne pas avoir à répondre tout de suite aux demandes populaires, bon, ça a fait flop, quoi. Tout le monde sait très bien que c'est pas le pompiste qui même aurait fait un petit profit sur l'augmentation de sa cuve dans la vallée de Savoie, le garagiste ici ou un petit supermarché là. C'est pas ça qui a fait l'envolée du prix des carburants et qui fait que les consommateurs aujourd'hui payent très cher leur énergie. Donc aujourd'hui, ils ont lâché l'affaire, ils vous demandent plus de faire des efforts? Non, ça y est, oui. Vous dites donc que les distributeurs comme vous ne gagnent quasiment rien sur le carburant, mais pourquoi vous continuez à en vendre alors? Parce que c'est un service qu'on rend. Nos magasins sont à l'extérieur des villes. Et donc, depuis la création du premier magasin Carrefour en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, au sud de Paris, tout le monde s'est mis à mettre des stations-service. Je fus le premier à demander l'autorisation de vendre moins cher les carburants. C'est une loi de monopole, les carburants, une loi de 1926. Et donc là, depuis 3 ans, Leclerc était de loin le moins cher. Sur le marché. Mais là, quand Total bloque, quand mon propre fournisseur qui fait ses profits ne me livre pas moins cher et bloque ses tarifs, je ne peux pas suivre. Alors je préfère être bon joueur et dire aux consommateurs, allez chez Total et revenez faire votre caddie chez Leclerc. Et le gouvernement, que les distributeurs vont voir tout à l'heure, qu'est-ce que les distributeurs vont leur demander? Qu'est-ce que vous attendez concrètement là? Moi, ce que je voudrais faire passer auprès du gouvernement, c'est le coup d'après, quoi. Là, aujourd'hui, il y a les carburants dans les voitures. Mais il y a chez les transporteurs, là, sont très tapés, quoi. Et les aides gouvernementales sont encore assez faibles pour ce monde des transporteurs. Or, ils ont été aidés, mais pas suffisamment pour Pas suffisamment. Donc, c'est eux qui le disent. Et les taxis, pas du tout, je crois. Donc, pas du tout aidés, les taxis. Ouais, pas du tout aidés. Mais le gouvernement, il réfléchit. Voilà. Bon, moi je pense qu'on est dans une crise dont tout le monde reconnaît qu'elle dure plus longtemps qu'on ne le pensait. C'est pas la peine de... On n'est pas des pitis, mais on ne pensait pas qu'on allait être dans un marasme comme ça. Il suffit de regarder les débats télé d'aujourd'hui et de les comparer aux débats d'il y a 3 semaines. Tout le monde s'est trompé, quoi. D'ailleurs, vous-même, sur France Info, vous aviez annoncé une baisse de 30 centimes du carburant, baisse qui n'est jamais arrivée. Qu'est-ce que vous dites? Si, on a baissé, mais on s'est fait rattraper. Pas autant. On a baissé autant, mais on s'est fait rattraper l'après-midi par un autre mouvement de hausse. Et parce qu'ils se sont tapés dessus dans le détroit d'Ormuz. Et donc, vous voyez... Vous faites plus aucune prévision maintenant? Ah non, sur les plateaux, en tout cas. Non, ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez bien, tout le lobby industriel commence à dire maintenant, il va falloir revoir les négociations, parce qu'on est dans l'inflation. Alors, tout le monde insiste beaucoup sur l'inflation qui arrive. Et donc, il faut revoir les négociations. Alors, moi, je dis très simplement, les transporteurs, oui, c'est sur facture, on n'a pas de problème avec eux, le dialogue est facile. D'ailleurs, nos propres coûts de transport en ont pris un coup. Deuxième chose,
tout ce qui est issu de la pétrochimie, les emballages, depuis les couches, les préservatifs, les bouteilles dans lesquelles on met l'eau ou le lait, tout ça, ça va augmenter. Mais ce qui est vendu en magasin aujourd'hui ne justifie pas qu'on renégocie. Ils ont déjà été achetés avant, même les engrais qui ont été achetés avant. Attendez, ça augmente, renégocier ça. Vous êtes en train de nous dire que ceux qui augmentent les prix le font sur un stock déjà acquis. Ils le font sur un stock déjà acquis. Et donc, j'invite le gouvernement à ne pas laisser ouvert dans l'immédiat la possibilité d'une renégociation, parce que ce serait donner des gages à plein d'industriels et d'intermédiaires qu'on allait laisser passer l'inflation, ils prendraient leurs gains, c'est les Français qui seraient tapés à la clé. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, il faut pousser les industriels et les intermédiaires à renégocier en amont leur pétrochimie. L'inflation, comme ça, on n'a pas à l'accepter. Ça, c'est le message que vous faites passer au gouvernement, parce que pour que les auditeurs comprennent bien, tous les ans, vous négociez avec les industriels. Ces négociations ont été faites pour l'année, elles sont terminées. Et là, certains, à cause de la guerre et à cause de l'inflation, voudraient renégocier les prix pour que finalement les prix augmentent dans les supermarchés. Ils voudraient les négocier avec les distributeurs. Alors d'abord, un négociateur n'est pas un brigand, hein, ça fait partie des métiers de l'industrie et du commerce. Et deuxièmement, il faut que les industriels négocient avec leur Total, Pétrochimie, avec Chevron, avec tous les gens qui font les emballages. Mais les prix, ils ne vont pas augmenter ? Ils vont augmenter à long terme, mais il faut essayer de freiner cette augmentation. Et en tout cas, nous, distributeurs et nous, Leclerc, on entend bien aujourd'hui que ce que le consommateur perd sur le carburant, on lui donne au moins des garanties sur l'agroalimentaire, sur les produits de grande consommation, etc. Les produits agricoles, on n'y touchera pas. Ils sont protégés par une loi. La matière première agricole, on n'a pas le droit de la renégocier, d'accord ? Et puis il y a des clauses de révision automatique. Mais tout le reste, à chaque fois que quelqu'un va venir nous voir en nous disant mon emballage va augmenter, le transport va augmenter, on dira aux industriels, d'abord négociez avec vos propres fournisseurs et on verra après ce que vous avez obtenu. Et avec vous, grandes multinationales, on va voir comment on va étaler tout ça pour que les consommateurs ne soient pas impactés d'ici l'été. Moi, je pense que d'ici l'été, il n'y a pas de raison que l'inflation s'emballe au-delà de 2%. Donc on reste à 2%, 2,2%. Dans ces eaux-là. Hein. On a en magasin, ce qu'on va vendre, il a déjà été payé ou ça a déjà été acheté. Et donc, par contre, il faut préparer le coup d'après, c'est-à-dire après les vacances. Et là, pour le coup, j'invite vraiment les pouvoirs publics à ne pas lâcher trop vite et à revenir sur les possibilités de négociation. J'ajoute en plus qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi Descrozaille, qui limite nos capacités promotionnelles pour vendre des couches, pour vendre des produits qui sont souvent les produits d'entretien et des produits d'hygiène. Moi, je serai le gouvernement, je suspendrai l'application de cette loi pour que s'il y a une flambée sur ces produits-là, les distributeurs comme nous, on puisse vendre moins cher. On puisse compenser ces hausses. Ça, c'est ce que vous demandez aussi au gouvernement ce matin, de suspendre la loi Monsieur Le Cornu, c'est concret, ça coûte rien à l'État. C'est pour qu'on puisse, s'il y avait des hausses après l'été, qu'on puisse compenser par des promotions, par des baisses de marge. Mais donc vous serez à Matignon dans moins de 2 heures et vous allez aussi lui dire, Monsieur le Premier ministre, si on réouvre les négociations, les prix vont augmenter, attendons la rentrée, c'est bien ça ? Oui, ne donnons pas des gages en donnant... Enfin, ce sont des représentants de nos fédérations qui se rencontrent, hein, ce sont des réunions assez techniques. Ce que nous voudrions vraiment faire passer, ne lâchez pas les négociations. On a des clauses de révision dans les contrats qu'on vient de signer. Vous-même, vous nous avez mis des amendes parce que quelquefois on rend en retard nos copies. Alors ne venez pas rouvrir les négociations juste sur la base de la pression de lobbyman qui vont faire du fric. Et donc, attendez, qu'ils nous amènent des factures. Et on a le temps, d'ici l'automne, de voir l'impact réel de la hausse des prix sur ces industriels. Il faut les obliger aussi, les industriels, à négocier en amont. Pardon, c'est qui les lobbyman qui vont faire du fric pour reprendre c'est tous il y en a des centaines et des centaines à Bruxelles, à Paris, qui auprès des parlementaires disent il faut aménager la loi. C'est un monde, ça mériterait un sujet, quoi. Ouais. Dans un instant, on va parler d'un autre sujet avec vous, Michel-Édouard Leclerc. C'est la politique et la présidentielle qui se profilent, mais pour l'instant, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard.
15 000 soldats américains, des destroyers, des dizaines d'avions et d'hélicoptères mobilisés. Le président américain annonce le début d'une vaste opération dans le détroit d'Ormuz ce matin. Opération pour escorter certains navires hors du détroit. Opération vue d'un mauvais œil par Téhéran qui prévient que l'armée américaine sera attaquée si elle s'approche de ce lieu. Ce matin, Emmanuel Macron appelle à une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. Ils étaient encore 11 000 hier soir rassemblés dans le Cher pour une free party, une fête illégale sur un terrain militaire. Des milliers de participants ont été verbalisés. 600 gendarmes sont mobilisés pour faire des contrôles et sécuriser les abords du site. La mesure est le fruit d'une négociation entre le Parti socialiste et le gouvernement. Le repas 1 € est généralisé aujourd'hui à tous les étudiants. C'était avant réservé aux étudiants boursiers. Le coût de la mesure pour l'État sera de 120 millions d'euros par an, précise sur France Info le ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis la fin du championnat approche à grands pas et Lyon a un pied en Ligue des champions de football. L'OL est 3e de la Ligue 1 grâce à sa victoire hier soir face à Rennes, 4-2. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. On parle donc politique maintenant avec Jean-Luc Mélenchon qui prend de vitesse ses concurrents à gauche. Agathe, le suspense n'était pas insoutenable. Jean-Luc Mélenchon est donc candidat une 4e fois à la présidence de la République. Je suis candidat. La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, eh bien, ça ne s'improvise pas. Il fallait quelqu'un d'expérience, c'est ce que vous nous expliquez ? Je vous laisse l'appréciation, le commentaire. On va dire oui. Votre œil pétille, Michel-Édouard Leclerc, vous riez. Que pensez-vous de cette candidature ? Ça fait du monde sur le chemin de Compostelle. Là, ils sont 25 maintenant, 25 candidats. Et il n'y a pas de... Moi, je profite d'être coté à la bourse des candidats potentiels, des politiques ou des candidats potentiels pour dire juste que c'est pas tellement les bons hommes, et il y a peu de femmes d'ailleurs dans le dispositif. C'est les projets collectifs, ils n'émergent pas, quoi. Jean-Luc Mélenchon vient de dire on est dans une crise, ça va être terrible et tout ça. Et je ne vois pas de projet collectif. Et alors, en tant qu'homme d'action et en tant qu'homme de terrain, franchement, ça me conforte dans l'idée que c'est quand même sur le terrain que je vais aller plus vite que par rapport à leur capacité de s'entendre pour sortir de leur paroisse. Parce que là, on a un curé par paroisse, ils savent pas aller à la messe des uns des autres, et pendant ce temps-là, en France, il faut basculer sur l'électrique, il faut regarder la robotique. On entend ce que vous dites, c'est pas très efficace, il y a des personnalités qui se poussent du col, mais Jean-Luc Mélenchon, il dit, moi, je suis le mieux placé pour battre le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que c'est moi aussi, j'en sais rien. Non, mais quand même... C'est une déclaration aussi ? Non, mais battre le Front National, le Rassemblement National. Aucun de nos enfants ne connaissent les sigles, le MoDem, Renaissance, Reconquête. Ils vivent dans un autre monde, quelquefois. Et battre le Rassemblement National, non, mais ça ne dit pas le projet. Ça ne dit pas sur quoi on investit, la croissance, sur quel bouton on appuie pour relancer. Alors, Le Cornu a reparlé du logement, il a bien fait. Il manque 2 millions de logements en France. C'est pas un problème de dette, puisqu'il y a un actif de l'autre côté. Mais il a un projet, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il fait peur aux patrons ? Je connais pas son projet. Est-ce qu'il fait peur aux patrons, Jean-Luc Mélenchon ? On entend cette petite musique. Je fréquente pas le monde patronal tous les jours. Non, mais il y a les patrons et les entrepreneurs. Vous fait peur son programme ? Ce qui me fait peur, c'est que la France est déclassée, c'est que on voit la Pologne, on a des centres Leclerc en Pologne, ça booste énormément. D'ailleurs, sur l'armement, beaucoup, 5% du PIB. Mais c'est un pays qui monte très vite. Plutôt qu'en Pologne, il vous fait peur, Jean-Luc Mélenchon ? Et donc, oui, mais vous voyez, c'est vous qui me ramenez à des personnes. Moi, ce que je vois aujourd'hui, en tant qu'homme d'action, avec 180 000 salariés, on continue d'embaucher chez Leclerc, 3 000. On part sur la décarbonation, les énergies électriques. Franchement, en 2030, on sera pratiquement autonome en production d'électricité. Et donc, maintenant, c'est à qui je vends, avec quelle voiture, et les constructeurs automobiles, ils sont où, et tout ça. Donc, il faut un projet... c'est un message que vous faites passer aux potentiels candidats aujourd'hui. Mettez-vous à la place d'un consommateur, tout simplement. Moi, je me mets toujours du côté des consommateurs. Je parle à Landerneau, moi. Et à Landerneau, vous avez des jeunes qui se disent, est-ce qu'il faut que je passe mon permis ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et si j'achète une voiture, j'achète quoi ?
entre les constructeurs français qui disent qu'il faut continuer le thermique, les constructeurs allemands qui sont moins sûrs et les japonais qui arrivent pas cher, vous voyez, c'est comme ça. Après, est-ce que j'aurai les moyens d'acheter un appartement? Est-ce qu'ils vont libérer la trappe à bas salaire? Est-ce que je rentre sur le marché du travail? Voilà. Personne ne répond à ces questions. Non, chacun a un petit bout. Sur le 1er mai, vous avez vu, chacun avait son truc. Gabriel Attal voulait élargir le travail, Sébastien Lecornu et la gauche. Alors, la question, c'est la société de demain, où il y aura des robots, du numérique, de l'IA, qui va prendre le boulot de plein de gens, et alors que c'est le boulot des gens qui payent les cotisations sociales, patronales ou salariales pour financer le système social, tout ça va casser. Donc reprenons l'ensemble et il faut avoir un projet collectif. Et après, on se bat sur les voies et les moyens par lesquels on y va. Vous-même. Et là, aujourd'hui, c'est incroyable. Vu de l'entreprise, c'est comme si la France était une boîte qui était dirigée par des comptables ou des gestionnaires de dette, mais qui n'a pas, qui dit pas qu'est-ce qu'il veut faire de sa marque sur le marché international. Vous-même, vous entretenez un flou éventuel sur une éventuelle candidature. Vous avez parlé de la cotation en bourse de votre propre candidature. Vous en avez parlé 2 fois quand vous interrogez sur Jean-Luc Mélenchon. Où en êtes-vous de vos réflexions? Moi, je veux m'associer à des gens de bonne volonté qui veulent tirer la France vers le haut, reclasser la France. Et il y en a plein, des écrivains, des entrepreneurs et tout ça. C'est simplement que je me rends compte qu'en étant, c'est pas moi qui me suis mis dans les sondages, en devenant dans les sondages, mieux encore qu'en étant premier distributeur français, on me parle, on vient me demander ce qu'il faut faire. Alors voilà, puisque vous me posez les questions, je reste sur le marché et j'y réponds. Et j'essaye de nourrir la réflexion sur la croissance française. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous avez déjà rencontré Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Vous me l'avez déjà demandé? Oui. Je vous demande aujourd'hui. Et je les ai rencontrés dans les studios de télévision. Pas au-delà. Moi, ça me fait marrer. Ce sont ceux qui les rencontrent qui me demandent si je les rencontre. Nous, on est journalistes, donc on les reçoit, sur alors, nos moi, je suis plateaux. distributeur. Vous êtes patron au moment où le Rassemblement national s'est lancé dans une opération séduction. Non, vous ne trouvez pas qu'il y ait une opération séduction en ce moment de la part du Rassemblement national? Je lis pas trop ça, mais parce que je vous dis, je suis pas dans les querelles de paroisse, je suis vraiment sur le projet France, quoi. Et est-ce que vous êtes prêt à rencontrer des dirigeants du Rassemblement national pour discuter? Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas pour vous d'ostracisation à avoir? Non. Puis vous savez, on a 700 centres Leclerc. Ils sont répartis sur le territoire français. Il y a plein d'élus. Je ne demande pas leur carte aux élus que je rencontre dans chaque zone. De même que nos salariés, je ne demande pas aux collaborateurs leur carte politique. Je suis sûr qu'il y a la même chose que la représentation nationale. Donc, mais vous dites ça comme si c'était évident, mais vous savez bien que pendant longtemps, il y avait une digue entre les patrons et le Rassemblement national. Non, mais je ne fais pas partie. Je suis vraiment indépendant. Les Leclerc sont vraiment indépendants. D'abord, par rapport à nos salariés, il y a 180 000 salariés. Je me garde bien d'aller m'associer à un courant politique particulier, etc. Je porte des valeurs, je porte des engagements. Et c'est moi qui interpelle la classe politique en disant on y va pas, quoi, sur la transition écologique, la décarbonation. Et si vous venez pas, nous, on y va. Donc vous dites que vous n'en avez jamais fait partie en tant que Breton, Alain Carnot, vous parlez de Leclerc, on a bien compris, mais la cellule d'investigation de Radio France a enquêté justement sur le rapprochement en coulisses entre le RN et les patrons. Est-ce que vous constatez autour de vous un changement de mentalité, une digue qui est tombée ou pas du tout? Non. Mais d'abord, c'est peut-être une particularité, je suis breton. Il n'y a pas un député RN. Nous, on est entre Le Drian, on est social-démocrate et chrétien coupable, mais Aignery. Voilà, c'est un peu notre... Alors après, il y a des prurites, on a eu nos gilets jaunes, on a nos bérets rouges, on est assez taiseux, mais on sait se mobiliser. Mais si je prends le territoire qui est ma Bretagne, il y a des thèmes évoqués par Jordan Bardella qui méritent d'être discutés. Qui méritent d'être discutés. Et puis, il y a des thèmes de Jean-Luc Mélenchon qui méritent d'être discutés. Après, ce n'est pas des partis de gouvernement. Justement, ils n'ont pas de projet. Ah, vous dites que ce ne sont pas des partis de gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas de projet. C'est le moment de la question qui vote. Justement, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, vous votez pour qui, vous? D'abord, je ne dis jamais pour qui je vote, ça c'est par convention pour les salariés des centres Leclerc. Et puis, j'incarne une marque. Non, mais vous voyez, être contre quelque chose, être contre le service public, être contre les surprofits, ça ne fait pas un programme. Et quand vous êtes un homme d'action et que vous endettez des gens, vous fédérez des entrepreneurs qui vont s'endetter pour aller quelque part, vous avez besoin non pas d'être contre, mais d'être pour. Et vous ne savez pas pour qui voter. Comment ? Vous ne savez pas pour qui voter. Là, c'est compliqué, hein. Oui.
Oui, je pense que je suis comme tous les Français. Hein. Oui. Et je choisirais des gens qui veulent porter la France en Europe, reprendre un leadership européen, se redonner, même sur le long terme, les capacités de se reclasser sur le plan des technologies, sur le plan du bien-être aussi, de la santé. Je suis un libéral militant du service public, quitte à réformer le service public, ce qu'il faut faire, mais je suis un militant du service public. Voilà, je le dis pour vous. Et merci d'être sur le service public. Voilà. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Agathe, à demain. Vous restez avec nous, les informés avec Renaud Blanc tout de suite.